Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Yvan Slatkin. Bonjour Monsieur Slatkin. Bonjour. Vous êtes un homme aux multiples casquettes. Figure incontournable du paysage politique et financier genevois d'une part, vous avez repris la direction de l'entreprise familiale, les éditions Slatkin en 2001. Slatkin est une maison d'édition suisse établie à Genève depuis presque 60 ans. C'est un bel héritage familial. C'est un magnifique héritage familial, lourd à porter, parce que si ça fait 60 ans que la société Slatkin Reprint existe, ça fait plus d'un siècle que ma famille est active dans le livre, à Genève et en Suisse. Pour cet épisode, toutefois, j'ai souhaité m'intéresser à un autre sujet, Slatkin Reprints, qui chapeaute toutes les différentes entités dont les éditions Slatkin, lance en 2020 Iska Livre, qui se trouve être la première plateforme d'auto-édition en Suisse romande. Alors ma question c'est, comment vous est venue l'idée de cette plateforme d'auto-publication et pourquoi ? Alors elle m'est venue très naturellement. Il faut savoir que une maison d'édition comme les éditions Slatkin reçoivent entre 1 à 3 manuscrits par jour, des propositions qui sont faites par des auteurs. On a connu un pic pendant le Covid, mais donc c'était avant le Covid. Et sur l'ensemble des manuscrits qu'on reçoit, si on en retient 3%, c'est un grand maximum. On s'efforce de tout lire, mais on a une ligne éditoriale qui est la nôtre. On a un quota en termes de nombre de publications qu'on peut faire. Et ce qui veut dire que vous avez environ 97% des manuscrits qu'on reçoit qui ne seront pas publiés. Alors, il est certain qu'une partie de ces auteurs qui sont refusés par les éditions Slatkin peuvent aller s'adresser à d'autres maisons d'édition, mais les autres maisons d'édition sont comme les éditions Slatkin, elles ont une sélection très fine, elles ont des quotas en termes de nombre de publications annuelles, et ce qui veut dire qu'il y a énormément de manuscrits qui ne seront jamais publiés par une maison d'édition. Et l'idée m'est venue d'ouvrir une plateforme d'auto-édition, parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut aujourd'hui offrir des services et permettre à de nombreux auteurs de pouvoir éditer leurs livres, mais sans bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'un éditeur. Et sur cette plateforme, les auteurs peuvent vendre également les livres qu'ils ont publiés, qu'ils ont auto-publiés. Alors tout à fait, cette plateforme iskalivre.ch, elle permet d'abord de réaliser son livre en choisissant ses services, qui sont tous des services professionnels, qui sont de la même qualité que ceux qu'utilisent les éditions Slatkin. Là, on parle de la première phase, qui est l'édition du livre, la fabrication du livre, et puis ensuite, il y a une deuxième phase, qui est celle de vendre son livre. Et alors, Iska n'est pas diffusé, distribué par un diffuseur officiel. C'est à l'auteur de porter, de commercialiser son livre, mais Iska offre un shop, un site de e-commerce où vous pouvez aller acheter les ouvrages qui ont été auto-publiés sur Iska Livre. Très bien. Est-ce que l'équipe lit les manuscrits avant publication ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui pour ceux qui nous ont été envoyés au comité de lecture des éditions Slatkin et qu'on aurait refusé pour les questions qui nous sont propres, une question de ligne, une question de quota, j'en ai parlé. Donc ceux-là, on les a lus et quand on fait un refus chez Slatkin, on suggère à l'auteur la possibilité de s'auto-publier, mais évidemment, le choix lui appartient. Et puis, il y a d'autres personnes, d'autres auteurs qui viennent directement sur Iska Livre parce qu'ils n'ont même pas fait la démarche de s'adresser à un éditeur, ils veulent s'auto-publier d'abord, et dans ce cas-là, les manuscrits ne sont pas lus parce que lire un manuscrit, c'est le travail d'un éditeur. Une plateforme d'auto-édition, elle offre des services pour réaliser son livre, mais il n'y a pas un service d'accompagnement et un travail éditorial. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a certains manuscrits qui ont été lus mais refusés par les éditions Slatkin pour des raisons qui nous sont propres. Il y en a d'autres qui arrivent directement sur la plateforme et qui vont pouvoir être publiés
Alors, il y a bien sûr des réserves, il y a des réserves qui sont celles que ISCA se réserve le droit de refuser un texte s'il contrevient aux lois en vigueur en Suisse ou en Europe. D'accord, très bien, c'était effectivement ma question suivante. Les auteurs ont-ils carte blanche concernant le format du livre, la taille de la police, la jaquette, le grammage du papier, ou c'est quelque chose que vous offrez différentes options et ils doivent choisir parmi ces options-là? Alors, ISCA Livre, aujourd'hui, propose différentes options. C'est pas une palette indéfinie de choix. Il y a 4 types de formats qu'on peut retenir. Pour chaque format, il y a des pré-maquettes qui ont été établies avec des professionnels. Les auteurs qui veulent s'auto-publier peuvent avoir des modèles sous les yeux. Et donc, quand il s'agit d'un forfait où on va mettre en page, voire on peut faire de la lecture professionnelle, on impose une police, on impose un choix de format dans lequel l'auteur doit pouvoir évoluer. En revanche, il y a un forfait qui s'appelle auto-édition, où là, l'auteur fait tout, c'est-à-dire qu'il va livrer un PDF prêt à imprimer. Alors, il y a une limite au niveau du format, mais ensuite, pour ce qui est de la mise en page, du graphisme, du choix de la police, ça, l'auteur est complètement libre de choisir ce qu'il veut. Au niveau du papier, il n'y a pas un choix de papier, mais en fonction du type d'ouvrage qui sont déposés sur la plateforme, on prendra un papier offset quand il s'agit d'un livre purement de texte, on prendra un papier couché quand il s'agira d'un livre avec des images. Donc là, il y a aussi un service professionnel au niveau de notre imprimerie qui va choisir le meilleur type de papier par rapport à l'ouvrage qui va être fabriqué, édité sur la plateforme. C'est l'expertise d'une véritable maison d'édition et d'impression finalement qui est mise au service d'auteurs qui souhaitent être autopubliés. C'est cela, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que Amazon, par exemple, propose des services d'auto-édition. Si vous vous faites auto-éditer aux États-Unis, parce qu'Amazon c'est aux États-Unis, alors d'abord il y a des conditions de droit qui sont le droit anglophone, que les gens ne lisent pas. ISCA Livre, c'est du droit suisse. Tout a été validé avec des avocats d'ici, donc il y a vraiment une protection au niveau des droits d'auteur, une protection sur les fichiers. Nous avons à disposition des metteurs en page professionnels, nous avons à disposition des relecteurs professionnels, nous avons une expérience dans l'imprimerie de plus de 60 ans, nous avons développé un outil de production qui permet de faire du print on demand, de l'impression à l'unité, et c'est finalement se dire qu'avec tous ces services, on était en mesure d'offrir sur iscalivre.ch des services de professionnels pour des personnes qui souhaitent s'auto-éditer. Ce qui veut simplement dire que quand un livre est auto-publié sur la plateforme ISCA, le produit final sera de la même qualité qu'un livre publié par les éditions Slatkin. Très bien. Pourquoi alors avoir dissocié iscalivre.ch des éditions Slatkin ? Parce que c'est 2 métiers complètement différents. Le métier d'éditeur, c'est sélectionner des titres, c'est travailler avec l'auteur, c'est essayer d'améliorer son texte, c'est ensuite porter un livre au-delà de sa simple fabrication, c'est l'accompagner dans la commercialisation, c'est l'accompagner auprès des médias, c'est vraiment porter un ouvrage. L'auto-édition, c'est offrir des services à une personne qui veut réaliser un livre, mais on ne va pas l'accompagner au niveau du texte, on ne va pas commenter la qualité du texte, et puis il n'y aura pas d'accompagnement au niveau de la commercialisation. Donc il s'agit vraiment de métiers complètement différents. L'autopublication, c'est on offre des services. Le métier d'éditeur, c'est on sélectionne un manuscrit, on va travailler avec l'auteur, et puis ensuite on va l'accompagner dans l'édition du livre, mais ensuite dans tout ce qui est commercialisation. Très bien, oui, c'est très clair. J'ai vu que les livres sont à disposition en format numérique et effectivement en print on demand. Qu'est-ce qui se vend le mieux, le livre papier ou le e-book ? Le livre papier. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l'édition. J'avais commencé ma carrière aux États-Unis à la fin des années 90. On me disait que le livre était bientôt mort. C'est pas du tout le cas. On n'a jamais vu autant de livres être publiés aujourd'hui. Les gens sont attachés au papier. Il y a une vraie relation entre le lecteur et le livre. On l'a vu aussi pendant le Covid. On aurait pu penser pendant le Covid que c'est le livre électronique qui allait décoller contre le livre papier. Ça n'a pas du tout été le cas. C'est plutôt l'inverse. Le livre papier, c'est beaucoup mieux vendu que le e-book. Je pense que les gens ont besoin d'avoir ce rapport physique au livre, ce rapport physique au papier.
La lecture est un instant pour s'évader, mais c'est aussi un instant de repos, et il est beaucoup plus aisé de lire sur du papier que de lire sur un écran. Et aujourd'hui, le papier reste très dominant dans le marché du livre. J'ai envie de vous dire, plus de 95% des ventes se font sur des livres papier. D'accord. Êtes-vous vous-même un lecteur ? Alors oui, je suis un lecteur. Maintenant, je lis beaucoup de manuscrits qu'on reçoit, parce que tous les manuscrits, et j'en reviens au début de notre entretien, sont lus par notre comité de lecture. Alors bon, on peut rapidement se faire une idée si on est intéressé ou pas comme éditeur. Donc je lis passablement de manuscrits. Maintenant, je ne lis pas tous les livres qui sont publiés par les éditions Slatkin, parce que par chance, j'ai des collaborateurs et des collaboratrices qui travaillent avec moi. Et puis, j'essaye aussi d'avoir d'autres lectures chez d'autres éditeurs. Je suis un passionné d'histoire. J'aime le polar, j'aime le beau livre. Donc, j'essaye aussi de m'ouvrir à d'autres éditeurs qu'à moi-même. Mais je dois dire que quand on travaille dans le livre toute la journée, parfois le soir, on est un peu fatigué, on n'a pas forcément toujours le réflexe de lire, parce que avec le nombre de manuscrits qu'on reçoit, je pourrais lire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai besoin quand même de temps en temps d'un peu de repos. Oui, ce serait un peu comme ramener du travail à la maison, finalement, de lire encore. Les manuscrits se lisent pas pendant les heures de travail, elles se lisent en dehors des heures de travail. On a souvent des gens qui pensent que le métier d'éditeur, c'est lire des manuscrits. On lit les manuscrits en dehors des heures de travail, et puis pendant les heures de travail, on édite le livre, on va travailler avec l'auteur, on va être sur la fabrication du livre, sur sa commercialisation, sur sa promotion. Et malheureusement, les journées sont trop courtes pour aussi lire pendant les heures de travail. Je comprends tout à fait. Pour en revenir au e-book, donc, si je comprends bien, vous ne voyez pas du tout ça comme un danger par rapport au livre papier? Alors pas du tout, le e-book est un complément. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de supports. Vous avez le support papier. Il faut savoir que dans la grande édition française, un livre d'abord sort en ce qu'on appelle en grand format, puis ensuite 12 à 18 mois après, s'il a connu un certain succès en librairie, il va sortir en format de poche. Ensuite, il peut aujourd'hui sortir en format audio, et puis il peut sortir en format électronique, en e-book. Et finalement, chaque lecteur, en fonction de ses habitudes, va aller choisir le format qui lui convient le mieux. Il s'agit absolument pas d'avoir des formats qui concurrencent d'autres formats. C'est des compléments, ça nous ouvre de nouveaux lecteurs, de nouveaux clients, et le développement du numérique n'est pas du tout un concurrent du livre papier traditionnel. Très bien. Combien d'autopublications réalisez-vous avec Iska Livre par année ? Alors Iska est né, vous l'avez dit, en 2020, une date dont on se souviendra bien, parce que c'était le 16 mars 2020, c'était le jour du confinement, du premier confinement. Donc on s'en souvient. Alors Iska a démarré, j'ai envie de dire, tout en douceur, parce qu'on a vécu cette période où on pouvait peu communiquer, où c'était pas évident de lancer un nouveau produit pendant la pandémie. Aujourd'hui, Iska, c'est entre 40 et 50 autopublications par an. L'objectif, c'est, on souhaiterait pouvoir en faire plus, parce que le potentiel est là. De nombreuses personnes veulent écrire des bouquins pour leur famille, pour leurs amis, veulent avoir un objet qui conserve des souvenirs, qui conserve des récits de vie. Donc les clients sont là, à nous de les attirer, et on espère pouvoir atteindre un rythme d'environ 100 publications par an. Est-ce que vous avez des auteurs francophones étrangers, français par exemple, qui passent par votre plateforme ? Alors pour le moment pas, on s'axe vraiment sur la Suisse romande pour différentes raisons. C'est d'abord, on est en Suisse, donc les coûts sont quand même un peu plus élevés que dans le reste de l'Europe. Ensuite, il y a des problèmes de douane. La Suisse ne fait pas partie de l'Europe, donc le transport est quelque chose de compliqué. Donc vraiment, notre cible première aujourd'hui, c'est un public suisse romand. Le potentiel est là. Il est multiple. Ça va de la personne qui raconte son récit de vie, mais ça peut être un étudiant qui veut publier une thèse, ça peut être un chef d'entreprise qui veut publier un manifeste. Il y a une grande diversité devant nous. Je pense qu'il y a le potentiel pour atteindre une centaine de publications, et puis si Iska fait ses preuves sur le marché suisse romand, alors on pourrait s'ouvrir peut-être sur la Suisse allemande ou sur la France. Maintenant, on va rester sur un territoire qui est le nôtre, donc j'ai envie de dire ça va être la Suisse et ou la francophonie. Très bien. Avez-vous l'impression qu'il y a aujourd'hui davantage de gens qui écrivent par rapport
je ne sais pas, à la génération de votre père, qui était directeur d'Isca Livre avant, qui était directeur des éditions Slatkin. Alors écoutez, je ne sais pas si les gens écrivent plus aujourd'hui qu'hier. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, grâce à des outils qui nous permettent d'écrire, on a l'impression qu'en effet, les gens écrivent beaucoup. En Suisse romande, les gens lisent aussi beaucoup. L'écriture ne se perd pas. Donc, est-ce qu'on écrit plus qu'hier ? Je sais pas, mais il est clair qu'aujourd'hui, il est plus facile de rédiger un roman ou un récit de vie grâce à un outil comme Word, qu'à l'époque où vous aviez votre plume et vous deviez écrire sur du papier. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les moyens technologiques permettent aux gens de s'exprimer, et les gens s'expriment, et il y a beaucoup de monde qui écrit. Est-ce que vous avez l'impression que post-Covid, vous avez reçu plus de manuscrits ? Est-ce que les gens auraient mis à profit le confinement pour réaliser un rêve d'écriture ou quelque chose comme ça ? Alors oui, pendant la période Covid, on est arrivé à un pic de plus de 3 manuscrits qu'on recevait chaque jour chez Slatkin. Donc on est arrivé à près de 1000 manuscrits sur une année, ce qui est absolument monstrueux, c'est énorme. Imaginez que si on doit tout... On a essayé de tous les lire, mais enfin c'était pas possible. Et il est certain que pendant la pandémie, les personnes étaient confinées chez elles. Alors elles télétravaillaient, mais elles ont pris le temps d'écrire, d'être déconnectées, d'être tout le temps sur l'écran en télétravail. Mais bon, vous allez me dire qu'aujourd'hui on écrit aussi à travers un écran. Mais oui, les gens ont plus écrit pendant cette période. À la sortie de la pandémie, on est revenu vers un rythme d'environ 1 ou 2 manuscrits qu'on reçoit chaque jour. Peut-être que les gens aujourd'hui ont moins le temps d'écrire. La pandémie a mis un peu un coup d'arrêt, hein. On a ralenti le rythme dans lequel on vivait, et ça a peut-être permis aux gens de plus s'exprimer à travers l'écriture. Mais aujourd'hui, les gens écrivent quand même beaucoup. Oui. On manque pas de matière première. Il semblerait, effectivement. En octobre 2023, les éditions Slatkin publient un roman de Cédric Comtesse qui s'intitule Auto-édition. En lisant le 4e de couverture, on découvre qu'il s'agit de l'histoire d'un écrivain qui essuie refus sur refus d'édition, jusqu'à ce qu'une opportunité improbable s'offre à lui. Je cite ensuite: Auto-édition est une plongée inquiétante dans la psyché d'un écrivain raté au sein d'un monde littéraire et académique en proie aux mutations idéologiques de notre temps. Ma question est donc, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'un livre publié à compte d'auteur n'a pas autant de valeur qu'un livre publié par une maison d'édition ? Je réponds qu'aujourd'hui, le monde de l'édition est un monde qui est proche de la saturation. C'est qu'on publie beaucoup, on publie même peut-être trop. Un éditeur se doit aujourd'hui d'être extrêmement sélectif. C'est ce qu'on fait aux éditions Slatkin. On peut avoir des coups de cœur, mais il faut que ça aille au-delà du coup de cœur pour qu'on sélectionne un titre et qu'on le publie. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes aimeraient voir leur livre exister. Alors pour le faire exister, l'auto-édition est un très bon canal. C'est vraiment une bonne voie. Et puis ça permet de mettre un premier pied dans un monde qu'on connaît mal. Et puis si le livre marche en étant auto-publié, on peut imaginer qu'il sera repris plus tard par un éditeur, ou que le prochain ouvrage de l'auteur en question sera publié par un éditeur. Et je prends pour exemple aujourd'hui un des auteurs qui est publié par une maison d'édition, c'est celle de Joël Dicker. Je pense à Nicolas Feutz. Nicolas Feutz, ses 10 premiers romans, il les a auto-publiés, il a tout fait lui seul, et c'était pas péjoratif, simplement qu'il s'est rendu compte qu'à un moment il pouvait plus gérer sa petite entreprise tout seul, qu'il avait besoin d'être accompagné par des professionnels, et il a fait le choix d'aller chez un éditeur. Donc il faut pas voir ça de manière péjorative, il faut savoir que le monde du livre est un monde extrêmement difficile. Aujourd'hui, un premier roman en France est vendu en moyenne à 600 exemplaires. C'est pour vous dire, c'est pas beaucoup. Les contraintes économiques sont extrêmement lourdes. Et donc, si on veut
voir ses écrits être publiés, la voie de l'auto-édition est une première étape qui peut vous amener dans une maison d'édition, mais qui peut aussi vous satisfaire, parce que finalement, de nombreuses personnes écrivent pour eux, pour leurs proches, pour leur famille, sans avoir l'ambition de vouloir toucher un public le plus large possible et de faire en sorte que leur livre devienne un best-seller. Donc, on est sur deux marchés différents, il n'y a pas un marché qui est mieux que l'autre. Peut-être que l'auto-édition permet de mettre un pied dans un domaine qui est un domaine une branche assez compliquée, le domaine de l'édition. Et puis ça peut amener vers un éditeur, comme ça peut satisfaire la personne. Donc non, je crois pas qu'il faut voir ça comme quelque chose de négatif. Mais aujourd'hui, les gens écrivent beaucoup et les maisons d'édition n'ont pas la capacité d'absorber tout ce qui est écrit. Donc il faut avoir aussi ces possibilités de s'auto-éditer. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais puisqu'Iska Livre n'existe que depuis 2020 avec les contraintes que ces dernières années ont pu apporter, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repérer un auteur ou une auteure et de la prendre chez... Alors chez Iska, oui, on a une auteure qui s'était auto-publiée, une jeune patineuse artistique qui faisait du patinage artistique. Et puis elle s'est auto-publiée chez Iska parce qu'elle voulait aller très vite, elle voulait pour les fêtes avoir des exemplaires pour les remettre à sa famille. C'est un texte qui nous a plu et qu'on a repris aux éditions Slatkin quelques mois après, qu'on a publié comme une édition tout à fait courante. Donc ça nous est arrivé. Maintenant, il n'y a pas eu d'autres cas. Mais il peut se passer ce cas-là, et moi je serais très heureux de voir quelqu'un qui s'auto-publie et qui voit son livre décoller et qu'il en vende beaucoup. Est-ce que ça veut dire que ce livre sera repris par un éditeur ? Peut-être pas, mais ça veut dire que le prochain ouvrage de l'auteur en question sera alors certainement vu d'un autre œil par les éditions Slatkin ou par une autre maison d'édition. Absolument. C'est vous qui avez repéré Nicolas Feucht ? Non, Nicolas Feucht s'est repéré lui-même, puisque comme je vous l'ai dit, il a publié ses 10 premiers polars, il les a fait seul, et il a rencontré un succès grandissant. Et puis c'est à l'époque où nous avions lancé la marque Slatkin sur Paris, Slatkin et compagnie, où on a approché Nicolas pour lui dire est-ce que ça te tenterait de basculer dans le monde de l'édition, et on l'a convaincu parce que ce que Nicolas ne connaissait pas en s'auto-publiant, c'était toute cette possibilité de rentrer dans les produits dérivés. Je pense aux livres de poche, je pense aux cessions de droits étrangers. Et donc, il est venu dans notre équipe, mais parisienne. On a travaillé avec lui pendant quelques années, et puis nous, on a cédé la marque Slatkin et compagnie fin 2022. Et puis Nicolas, lui, a décidé de continuer son aventure avec Joël Dicker. D'accord. Pensez-vous qu'il y a une mutation idéologique du monde littéraire, comme ça a été cité en quatrième de couverture d'autopublication, justement, du livre que j'ai mentionné précédemment? Est-ce qu'il y a une mutation idéologique véritablement? Non, moi je pense pas. Je pense que ce qui est très difficile dans le métier du livre, c'est qu'aujourd'hui les éditeurs sont dans un métier qui, économiquement parlant, est un métier compliqué. Il faut savoir que sur 100 publications réalisées par une maison d'édition, on va dire qu'il y en a 80 qui ne rentreront pas dans leurs frais, il y en a 15 qui seront à l'équilibre, puis il y en a 5 qui marcheront très bien et qui rembourseront tout ce qui a été engagé dans les 80 qui étaient déficitaires. Non, on n'a pas, à mon avis, changé de monde, mais il y a des contraintes économiques qui obligent les éditeurs à être toujours plus sélectifs, et c'est ce qui explique que de nombreux auteurs ne pourront jamais accéder, en tout cas dans un premier temps, à des maisons d'édition, et ça explique pourquoi les maisons ou les sites d'autopublication ont un bel avenir devant eux, devant elles, parce que de nombreuses personnes aimeraient voir leur écrit être publié. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui utilise votre plateforme d'autopublication en termes de promotion de son livre? Ou alors vous savez, c'est très compliqué parce qu'on est dans un métier, le métier du livre, il n'y a pas de règle pour savoir pourquoi un livre va marcher ou pas marcher. S'il y en avait une, les éditeurs seraient tous très heureux.
Il y a rien de rationnel. Publier un livre, c'est comme jouer au casino. Vous misez sur le 33 noir et puis vous avez une chance sur je sais pas combien que on tombe sur le 33 noir. Moi, je pense que pour la promotion des livres, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un élément fondamental pour se faire connaître, pour être visible. Est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment au début en vendre beaucoup ? Pas sûr, mais en tout cas, ça permet d'exister, ça permet d'être présent. Et puis, un auteur qui s'auto-publie, la promotion via les réseaux sociaux, puis après, essayer de prendre quelques livres, les envoyer à des journalistes, et puis c'est de faire toute cette démarche auprès de la presse, auprès des médias, pour essayer de faire en sorte qu'on parle de son ouvrage. Mais c'est déjà très compliqué pour une maison d'édition de faire parler de ses livres, donc je me rends bien compte que c'est encore plus compliqué pour un auteur qui s'auto-publie. Mais c'est l'auteur qui est le moteur de la promotion de son livre. Mais ça, j'ai aussi envie de vous dire que dans le monde de l'édition, et on le voit très bien, les auteurs qui sont très impliqués dans la promotion de leurs livres vont faciliter les ventes par rapport à celui qui n'ose pas se montrer, n'ose pas aller devant la presse, n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut jouer avec les nouvelles technologies, il faut pas avoir peur, faut pas être timide, il faut aller... faut se montrer, il faut parler de soi, il faut parler de son œuvre, mais ce qui n'est pas toujours une chose aisée pour les personnes qui publient leurs livres. Effectivement. Alors, vous avez partiellement répondu à la question, mais comment imaginez-vous alors l'évolution du livre papier dans les décennies à venir ? Alors moi, je pense que le monde du livre va rester ce qu'il est, comme je vous le dis, malgré toutes les évolutions technologiques. Aujourd'hui, le livre papier reste une valeur sûre. Ce qui pourrait être amené à changer, c'est la manière de vendre des livres. C'est peut-être, on a évoqué rapidement le principe de print on demand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça d'ailleurs c'est une des forces d'ISCA, et je crois que c'est important pour les gens qui s'intéressent à l'autopublication, c'est que ISCA offre des services de print on demand, ce qui veut dire que l'auteur n'investit pas dans un stock. Les livres qui sont vendus sur le shop ISCA ne sont pas imprimés à l'avance, ils sont imprimés à la commande, et donc les auteurs n'ont pas à constituer un investissement dans un stock pour ensuite écouler des livres. L'avenir peut-être de la librairie, c'est d'imaginer que vous avez des centres d'impression dans les librairies pour les livres de fond et de texte, parce qu'aujourd'hui pour la couleur c'est peut-être un peu plus compliqué. Ben, c'est-à-dire que vous vous rendriez dans une librairie de demain où vous auriez un ordinateur, où vous pourriez aller chercher le titre qui vous intéresse, et puis ce titre serait imprimé au moment de votre commande, et puis on vous dirait ça va prendre 15 minutes, le temps d'aller boire un café, et 15 minutes après vous avez votre livre qui vient d'être imprimé, qui a été relié. Ça c'est des techniques qui sont possibles aujourd'hui, et on peut imaginer que ça pourrait être une grande révolution, mais le marché n'est pas encore mûr pour cette révolution, parce que c'est quand même des investissements lourds, et puis il y a certains métiers du livre qui ne voient peut-être pas cette manière de faire d'un très bon œil. Je pense aux diffuseurs-distributeurs qui, eux, sont les intermédiaires entre l'éditeur et le libraire, et qui font transiter les livres qui viennent d'être édités chez un éditeur pour qu'ils soient ensuite présents en librairie. Avec le modèle que je suis en train de vous décrire de manière très rapide, en fait, il n'y a plus de diffuseurs-distributeurs. Donc, je suis peut-être un peu visionnaire fou, mais je pense que la technologie va révolutionner la branche du livre, comment elle fonctionne, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais le livre papier va toujours rester, alors ça, j'en suis totalement convaincu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ventes de e-books stagnent, voire régressent aux États-Unis, qui est un des marchés précurseurs, et le livre papier reste une valeur sûre. Oui, il faut des visionnaires fous. C'est très important. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Slatkin. Donc, entreprise familiale, vous avez vous-même des enfants ? Oui. Oui. Est-ce que vous rêvez que l'un de vos enfants reprenne l'entreprise familiale, justement ? Non. Je crois pas que mon père rêvait que je reprenne l'entreprise familiale. Maintenant, je dois dire que quand on a la chance d'avoir une entreprise qui est active dans le domaine de la culture, du livre, mais il y a aussi un côté industriel, parce que imprimer un livre, c'est de l'industrie. Il y a un côté intellectuel qui est extraordinaire. Après, d'un point de vue économique, c'est plus compliqué, mais j'aime dire que le métier d'éditeur est le plus beau métier du monde, en tout cas au niveau humain. Alors, sensibiliser mes enfants à ce beau métier, oui.
Mais maintenant, chacun d'eux suit son chemin, chacun d'eux trouvera ce qu'il veut faire plus tard, et je ne vais pas les pousser à reprendre l'entreprise familiale. Maintenant, si l'un d'eux se sent le courage, je parle bien de courage parce que c'est quand même un métier qui est difficile d'un point de vue économique, mais si l'un d'eux a cette envie, alors bien entendu, je serais très heureux de le voir rejoindre l'entreprise familiale. Mais c'est pas une obsession, et l'avenir nous dira ce que veulent faire mes enfants. Effectivement, on verra bien. Iska Livre donc, iskalivre.ch, je mettrai le lien évidemment en description de ce podcast, plateforme d'autopublication, avec les services professionnels qui y sont associés. Donc, mise en page, relecture professionnelle, une impression de qualité, une expertise d'une entreprise active dans le livre. Alors, Slatkin Reprint, ça fait 60 ans, mais c'est plus de 100 ans d'expérience dans le livre. Moi, je suis la 4e génération active dans ce domaine. La garantie que tout ça est régi par le droit suisse, la protection du droit d'auteur, parce que aujourd'hui, quand vous publiez chez Amazon aux États-Unis, vous savez pas trop où finit votre manuscrit et si vous en êtes encore propriétaire. Alors nous, ici en Suisse romande, on garantit la propriété, on est basé sur les lois suisses, sécurité, proximité, professionnalisme, qualité. Très bien, je crois que c'est un excellent résumé. Je mets tous les liens utiles en description. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Slatkin. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.